Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach scolaire, et hop, je vais reprendre le partage. Et je travaille particulièrement sur les troubles des apprentissages, tout ce qui est dyspraxie, dyscalculie, nos amis les précoces, les hauts potentiels bien sûr, et aussi les hypersensibles, qui ne font pas partie des troubles des apprentissages. Je ne cesse de le répéter, mais ce n'est pas des troubles des apprentissages. Mais voilà, qui sont de plus en plus présents et à qui on s'intéresse de plus en plus parce que ça devient un peu compliqué pour eux, les apprentissages. Donc voilà, les outils que je vais vous donner ce soir, on peut évidemment s'en servir avec des enfants qui ont des troubles et j'ai envie de dire avec les autres aussi, pas de souci. C'est des outils de pédagogie positive, il n'y a rien de magique. C'est des outils moi, je me sers en coaching scolaire quand j'ai des enfants qui viennent pour la confiance, pour les devoirs, pour tout ça, et dont je me sers régulièrement. En fait, c'est mon travail. Et voilà. Donc, hier, on a vu de la gestion mentale et qu'est-ce que c'était d'apprendre avec sa tête. Et là, on va donc parler des préférences évocatives. Vous vous rappelez un petit peu la gestion mentale hier avec les gestes d'attention, de réflexion, de mémorisation, de compréhension. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer et du coup, vous allez me dire ce qui vous vient. Ok? Donc le cas, vous lisez le mot chocolat et vous prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête. Ok? Donc moi, je vous dis juste le mot chocolat. Et à vous de me dire, vous notez dans votre tête ce qui se passe. Si vous le voyez, vous notez. Ok? Vous avez 2 petites secondes. Et une fois que vous avez lu ce mot chocolat, vous me dites ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que vous avez une image de tablette de chocolat? Est-ce que vous avez le goût? Est-ce que vous avez l'odeur? Est-ce que vous avez le bruit du papier aluminium? Vous avez quoi? Un anémone au hasard. Ça fait quoi quand je dis chocolat? Moi, personnellement, je vois une tablette de chocolat noir. Et après, je sens le goût, en fait. L'amertume, ce genre de choses. L'image, ok. Donc, en fait, ce que j'aime bien faire en pédagogie positive, c'est refaire cet exercice avec un enfant avec qui on va travailler. Et pareil, on va lui donner sur un bout de papier ce mot et on va lui demander ce qui se passe dans sa tête. On ne va pas lui demander tes préférences évocatives. Non, non. Je te propose un petit jeu, je te donne un mot, tu me dis ce qui se passe. Tu ne discutes pas, tu notes vraiment tout ce qui se passe dans sa tête. Et en fait, même avec les petits, ça marche. En fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ils font revenir ce mot dans leur... Et après, on leur pose quelques questions. OK? Ensuite, on a la même chose avec le mot. Quand je dis énergie, qu'est-ce qui se passe? J'ai un chat qui est un petit peu énervé là. Énergie. Donc énergie, pareil. Est-ce que vous voyez le mot écrit, énergie? Est-ce que vous avez une ampoule? Est-ce que vous avez quoi? Est-ce que vous avez la chaleur de l'énergie? Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a quoi? Ça vous fait quoi quand je dis le mot énergie? Moi, je vois une ampoule. Je vois une ampoule avec des petits trucs, des petits chiens. Donc en fait, ce que j'aime bien avec cet exercice et ce que je fais régulièrement, c'est qu'on va commencer à comprendre comment l'enfant, l'élève, de quel profil il est, en fait. Alors évidemment, on n'est pas qu'un seul profil. Soit on a un profil
visuel, on voit des images, des films, des photos. Moi, je dis souvent à l'enfant, ok, des visuels, donc hop, prends une photo, clac, prends une photo. Comme avec ton téléphone, tac, tu prends une photo. Si auditif ou verbal, c'est là où il réentend les sons, les paroles, avec la voix du prof ou avec sa propre voix. Et s'il est kinesthésique, et en général, les petits atypiques sont souvent kinesthésiques, eux, ils vont plutôt ressentir le goût, les mouvements, les sensations, les odeurs. D'accord? Donc, il faudra vraiment travailler sur ce profil-là, leur faire des choses un peu concrètes. Quand on s'adresse à des enfants, en général, quand même, les 3/4 sont plutôt visuels, avec une kinesthésique. Auditif, il y en a un peu moins, et kinesthésique, il y en a pas mal. Donc, du coup, on dit je vois, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois? On va s'adresser à lui sur son propre canal. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Les kinesthésiques sont aussi sur le sens. Donc, est-ce que tu comprends? C'est pas mal pour eux. Donc, on mixe souvent plusieurs profils. Ça, c'est une des techniques qu'on prend régulièrement pour le dialogue pédagogique. Alors, évidemment, là, c'est plutôt rapide et c'est plutôt simple. Mais on peut pousser beaucoup plus la discussion et du coup, aller un peu plus dans les apprentissages pour savoir exactement comment la personne apprend et comment on peut l'aider, comment on peut mettre en place une stratégie qui fonctionne. Si on est visuel, on va vraiment insister sur le mind mapping, mettre les choses avec de la couleur, avec des symboles, avec beaucoup de choses. Est-ce que ça va? Je continue. Une image de quelqu'un de dynamique. Oui, super. Coucou Laetitia, génial. Je parlais, Laetitia, du profil visuel, kinesthésique et auditif. Donc, note dans ta tête quand je te dis chocolat, ce qui se passe. Et après, quand je te dis énergie, ce qui se passe. Et dis-moi ce que ça te fait. Et en fait, c'est vrai que quand on a une classe et on s'adresse à eux de cette manière-là, sur ce canal, en disant vous voyez, vous entendez, vous comprenez. Peut-être que c'est bien de faire les deux. Pareil, quand on a des visuels, on peut faire des schémas, ça passe beaucoup mieux. Quand on a des auditifs, on va répéter un petit peu. Nous, moi, quand j'ai des élèves auditifs, je leur dis de s'enregistrer, d'enregistrer leur cours, de le lire à haute voix, de l'enregistrer et de se le repasser. Et ça fonctionne pas si. Donc là, on est vraiment sur ces profils-là. Et bien sûr que les kinesthésiques, ça va être ce que je disais tout à l'heure, le sens, le goût, la façon de bouger, etc., etc. OK? Super. Donc voilà, ça, c'est pour les profils. Je voulais aussi qu'on revienne sur la concentration et l'attention. C'est des choses qu'on confond, c'est normal, on ne nous a pas expliqué, mais c'est deux façons de faire du cerveau qui sont différentes. Donc, attention. Et alors, concentre-toi, sois plus attentif. C'est compliqué, et pourtant, on le dit tout le temps, mais ça va pas, ça marche pas. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est quand on est attentif, on capte tout avec nos 5 sens. Oreille, vue, nez, etc. Et du coup, on attrape toutes les informations qui passent et on n'est pas concentré. On est attentif au monde extérieur, donc on a nos petits disques, dès qu'il y a une mouche qui passe, on la tête dehors, une feuille qui tombe, c'est la même chose. Donc là, on est attentif. Mais on n'est pas concentré. Donc, on est aussi sur notre ressenti émotionnel, sur ce qui passe à l'intérieur de nous. Quand on essaie d'être attentif, on essaie de mobiliser toute l'énergie de son cerveau pour bien entendre, bien comprendre, bien voir, pour se souvenir et pour mieux travailler. Mais l'attention, elle est un petit peu comme une abeille. Elle a tendance à bouger dans tous les sens. Alors que la concentration, c'est être un peu stable comme sur une poutre. Vous voyez la différence? Une abeille et une poutre. Il y a un livre qui est très bien fait qui s'appelle Les petites bulles de l'attention, où il y a une BD et où il y a un texte. Et ça explique très très bien ce qui se passe au niveau de l'attention et de la concentration. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, par contre, l'attention, c'est vraiment l'élément qui permet la concentration. C'est la porte de la concentration. Il y a l'attention et derrière cette porte d'attention, il y a la concentration. Donc, on mobilise son attention si on veut bien comprendre ce qui se passe. Donc, quand on dit à un élève, sois attentif, je t'explique la leçon, ça veut dire ouvre bien tes oreilles, regarde bien, éventuellement sens un peu les choses et oublie ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour l'instant, j'ai besoin que toute ton attention soit dirigée vers ce que je dis. OK? Et ça fonctionne. La concentration,
par contre, c'est être plus focus sur un seul objectif. La concentration, elle va pas voir tout ce qui se passe derrière. On est sur la poutre et on avance. Tac, 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 tac. On avance. On n'a pas les yeux là-bas là, qui partent de tous les côtés. L'attention, elle ouvre l'esprit, alors que la concentration, elle va refermer. Elle va isoler notre conscience et pas de distraction inutile. Vous savez, quand on bosse, nous ici, on bosse avec la méthode Pomodoro, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Bah, les enfants, c'est pareil. Tac, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Donc, on est focus, on est concentré. La concentration, elle mobilise la mémoire de travail. Donc, elle attrape les informations, elle les enregistre et surtout, elle les traite. OK? Donc, avec la concentration, je mobilise ma concentration pour réaliser un exercice jusqu'au bout. Est-ce que cette notion, c'est clair? Parce que c'est hyper important. On en a discuté un petit peu de anémone, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, moi, je voulais vraiment qu'on en discute parce que l'attention, quand on a des troubles de l'attention, ça veut dire qu'on est vraiment éparpillé. Ça veut dire qu'on écoute vraiment tout ce qui se passe, sauf ce sur quoi on devrait être focus. Mais du coup, c'est des problèmes de concentration parce qu'on n'est pas capable de faire la concentration. Donc, c'est à ce moment-là où vraiment, les TDAH, en général, moi, je mets une petite main sur l'épaule et je demande à ce qu'on écoute vraiment bien ce que je dis. Là, ce moment-là, il est important. Tout ce que j'ai dit avant, c'était important, mais ce n'était pas le plus important. Là, le plus important, c'est ça. Comme quand on souligne en rouge dans un cours ce qui est important quand on surligne. OK? C'est toi, ça? Alors, c'est quoi? T'es quoi? T'as des troubles de l'attention, Laetitia? Alors, je pense que tu arrives assez à être focus sur quelque chose, non? Dis-moi. Oui, oui, oui. Alors, côté des les troubles de l'attention, je crois pas trop que tu en aies. Tu es peut-être un peu dispersé ou éparpillé, mais je crois pas aux troubles de l'attention. Non, non, non. Je pense que tu es très capable d'être focus sur quelque chose, d'être centré, tac. Et puis, alors attention, oublie pas que là, tu es une adulte, donc maintenant, tu as appris à mobiliser ton cerveau vers quelque chose sur lequel tu vas tenir. Tu vas... Oui, tu es un peu éparpillé, oui. Mais c'est pas un problème d'attention. Tu es un peu éparpillé, oui. Ok, on continue. Je voulais vous parler de la méthode Vitose. Alors, la méthode Vitose, c'est un peu de l'auto-hypnose. Ça a démarré avant et c'est plutôt une rééducation du contrôle cérébral, une méthode qui va rééquilibrer les deux principales fonctions du cerveau. Je vous explique. Il y a la réceptivité et l'émissivité. Alors, la réceptivité, c'est quand on va... Alors moi, il y a des fois où je m'embrouille entre les deux. Donc, le cerveau ne peut pas émettre et recevoir. Donc, quand on est en réceptivité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pensées, on est en raisonnement, tac, 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 on est en train de recevoir de l'information. D'accord? On reçoit, on reçoit, on reçoit. Un enfant qui sera toujours en émissivité, il est toujours en train de penser à des milliards de choses, il n'a pas de place pour recevoir de l'information. Et à l'inverse, un enfant qui, lui, est qu'en réceptivité, c'est-à-dire qu'il se laisse submerger par toutes les informations qu'il reçoit. Les HP, les hyper, ils prennent toutes les informations et ils n'arrivent pas à faire de tri. Donc, du coup, pour eux, ils n'arrivent pas à recevoir l'information. D'accord? Ils n'arrivent pas à poser leur cerveau pour juste prendre ce qui est important. On est aussi sur quelque chose de, comment dire, sur le tri. Les HP et les hyper, ils ne font pas la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. La moindre remarque est importante. Vous savez aussi les élèves qui notent tout. On a eu ça à l'école où il y avait des élèves qui notaient tout, 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 alors que normalement, on prend que ce qui est important. Ça, ils ne savent pas faire. Donc, la méthode Vitose, c'est une façon d'équilibrer et de récupérer un peu d'espace vide dans son cerveau pour recevoir à nouveau les choses. OK? Et ça prend c'est un peu de la méditation, c'est un peu de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va s'allonger ou se mettre sur une chaise et on va
Et on va, oui, enfant, oui. Et on va, comment dire, on va commencer par détendre, comme un scan corporel en méditation. On va commencer par détendre toutes les parties de son corps et surtout, on va rendre son corps tout lourd, 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 lourd. Tes deux épaules sont très, très lourdes, tes bras sont lourds, tes mains sont lourdes. C'est comme de la glace, c'est tout froid, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et on va, bien sûr, comment dire, s'incruster un peu dans le sol et se détendre. Le but, il est vraiment là, de se détendre. Et la consigne qu'on va donner, c'est que quand quand tu te réveilleras, tu regarderas autour de toi et tu verras les choses comme si tout était neuf, comme si tout était nouveau. Et c'est très rigolo à faire parce que, en général, effectivement, tout a une couleur un peu plus brillante, un peu nouvelle. Et ça, c'est très agréable. Donc, on fait souvent la méthode Vitose un petit peu comme un scan corporel, un petit peu comme de l'auto-hypnose où on va détendre toutes les parties du corps. Et après, on va les repasser en froid, en chaud, en froid, en chaud, en froid, en chaud. On va être vraiment axé sur le corps qui ressent toutes les sensations. Et du coup, quand ils sont focalisés sur le corps, ils sont plus focalisés sur la tête. Et donc, ils sont à même de récupérer enfin des informations. D'accord? Est-ce que je suis claire? Est-ce que ça vous va? Alors, pour faire travailler l'émissivité, j'ai aussi un autre exemple qui va vous servir pour vos petits hauts potentiels, vos hyper et aussi pour les TDAH. En fait, pour faire travailler l'émissivité et aussi la concentration, je vais vous demander de leur dire de faire un tableau mental dans leur tête. N'importe quel tableau. Un tableau noir, un tableau vert, peu importe. Vous leur dites, voilà, tu prends dans ta tête un tableau. Tu prends une craie, tu prends un feu, tu prends un stylo, tu prends ce que tu veux. Par contre, c'est quelque chose qui doit s'effacer parce que tu vas l'effacer à la fin de l'exercice. Sur ce tableau noir, tu vas mettre la première lettre de l'alphabet. Tu vas la dessiner tout doucement. Je veux une très très belle majuscule. Je veux que tu prennes ton temps pour dessiner cette lettre. OK? Une fois que tu auras dessiné cette lettre, je veux que tu prennes un torchon, une éponge, ce que tu veux, et tu l'effaces. Tout doucement. Tu prends ton temps. Là, le but, il est vraiment d'être très calme, très lent, de bien respirer. OK? Et vous lui dites, au moment où je te dirai stop, tu me dis à quelle lettre tu es. OK? En faisant cet exercice-là, l'enfant est vraiment concentré sur ce travail-là. Il va dessiner sa lettre, il va doucement l'effacer. Et à un moment, vous dites stop. À quelle lettre tu en es? À la lettre C. OK? Il a pris son temps, il a fait les choses. Vous faites cet exercice régulièrement, une fois par semaine. Et vous donnez toujours dans votre tête 2 minutes, 3 minutes, vraiment le même temps pour que vous puissiez comparer. Et vous verrez qu'à la fin, alors je ne l'ai pas fait sur le long terme, moi je le fais une fois tous les 15 jours, vous verrez qu'à la fin, le temps de concentration sera beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que les 2, 3 premières fois, il sera allé au début de l'alphabet. Et finalement, il va continuer parce qu'à chaque fois, on redémarre du début. D'accord? Et vous verrez qu'à la fin, il sera capable de faire tout l'alphabet en 2, 3 minutes. Ça veut dire qu'il aura été capable de mobiliser sa concentration et aussi qu'il aura fait preuve d'émissivité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous semble faisable? Et ça marche très bien pour la concentration, ça marche très bien pour l'attention. Et aussi, c'est une façon de les recentrer, c'est une façon de les calmer. Tranquillement, chacun fait sa lettre. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'ils font. Si vous voulez discuter un peu, c'est quoi, t'as pris d'un d'autre, comme vous voulez. Mais en tout cas, faites cet exercice-là en ayant bien votre timer et vous m'en direz des nouvelles. OK? On continue. Donc voilà, ça lui permettra d'accueillir ses sensations, de laisser son cerveau en paix, de se reposer et surtout, voilà, d'éviter de réfléchir et de réfléchir et de penser, pardon. Alors, une autre chose que j'aime bien faire avec les petits, c'est l'axe de symétrie. Tac, on coupe le corps en deux. C'est un exercice de recentrage. On imagine une ligne qui partage ton corps en deux parties quasi identiques. Okay, cette ligne, elle commence au sommet du crâne et elle va passer sur ton visage. Et on va citer toutes les parties du visage. Les yeux, le nez, la bouche, la poitrine, le ventre, les pectoraux.
et tu sens les deux parties. Alors voilà, une fois que vous avez tout, que vous avez énuméré toutes les parties du corps, vous allez lui dire à la fin, et tu sens les deux parties de ton corps se rassembler autour de ton axe. Ça fait des miracles pour nos petits éparpillés, ça fait des miracles pour nos petits speeds. Alors attention, quand ils sont super speed, vous commencez doucement, avec une voix douce, tranquille. Si vous voyez que ça commence à bouger beaucoup des pieds, hop, et tu sens les deux parties de ton corps se rassembler autour de ton axe. On peut même faire un geste. Ça aussi, c'est pas mal pour l'émissivité. Est-ce que ça vous parle? Moi, je pense que j'ai des kinesthésiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des visuels aussi. Ok, parfait. Merci. On continue. De quoi je voulais vous dire? Ah, parler. Ah oui. Vous avez vu que pour la gestion mentale, ce qui était important, c'était vraiment de se mettre en projet. Alors, il n'y a pas que pour la gestion mentale, il y a pour la motivation aussi. L'important, c'est vraiment d'avoir un objectif précis. Il y a des élèves qui n'aiment pas l'école, il y a des élèves qui n'ont pas envie de faire leur devoir. Donc, on va être très clair dans la consigne. La consigne, c'est tu apprends tes mots pour demain, tu as une interro, tu dois avoir tes 5 mots, et puis ça serait bien que tu aies un peu plus de vocabulaire. Ça, je suis pas sûre qu'ils comprennent. D'accord? Donc vraiment, tu apprends tes mots pour ton contrôle. Tu apprends tes mots, tu auras une bonne note. L'énoncé, la consigne, elle doit être, et l'objectif, il doit être clair, précis, et pas plus de 2 actions à la fois. Souvenez-vous du fameux tu ranges ta chambre. On arrive 10 minutes après, rien n'a été fait. Range ta chambre, c'est trop abstrait. Range tes chaussettes, range tes chaussures, range ton linge. Est-ce que tu peux faire ton lit et ton bureau? Alors, pas tout ça à la fois, hein. On peut faire un focus sur range tes affaires, range tes vêtements. Et voilà. Et au fur et à mesure que vous passez, vous donnez des consignes hyper précises, hyper claires. D'accord? Ça, on va y revenir aussi dans la gestion mentale avec se mettre en projet. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui. Je voulais aussi vous parler des routines. Alors, les routines, c'est important. On en avait tous quand on avait des bébés. Rappelez-vous, on essayait de les faire manger à telle heure, on faisait la douche, on faisait la petite histoire du soir et hop, au lit. La routine, c'est hyper important parce que ça crée l'habitude. Alors moi, je suis très aussi sur le cadre. Le cadre. Dépasse pas du cadre. Avec des adolescents, c'est dur parce qu'ils poussent le cadre, on le sait. Mais le cadre, c'est la sécurité. D'accord? La sécurité, c'est primordial pour les enfants, pour les 10, pour les autres, pour tout le monde. La sécurité, c'est la base. Donc, moi, ce que j'aime bien savoir, c'est quelle est votre routine du soir. Vous allez chercher votre enfant à l'école, où il y a études, où il n'y a pas études. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un moment pour le goûter, pour discuter. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Avec qui tu as joué avec qui tu as joué dans la cour? Vous avez fait quoi? Il y a des nouveaux jeux, etc., etc. Vraiment autre chose que les devoirs. On goûte, on discute, cool. Et après, on fait les devoirs. Allez, on se met au devoir rapidement. T'as quoi à faire? T'as tes mots? Super. Donc là, on va devoir apprendre les 5 mots. Ça, demain, tu auras une interrogation et tu auras une bonne note. Génial. OK. Pareil, ça dure pas des heures les devoirs. Ce qui est bien, c'est d'avoir un petit timer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le timer, un timer blanc et rouge. Parce que quand ça passe, c'est un timer je l'ai pas en main là, mais qui laisse le temps passer. C'est-à-dire que le temps qui défile, il est rouge et on montre à l'enfant, voilà, quand on sera arrivé là, le temps sera écoulé. Comme ça, lui, il peut aussi se rendre compte à quel moment ça va s'arrêter. Et du coup, ne pas stresser que d'un coup, quand on l'arrête avec une sonnerie stridente, c'est pas possible. Donc vraiment, voilà, le timer, moi j'aime bien ça, je l'ai utilisé souvent. Et, euh, et c'est important de respecter ses routines. Alors, les hauts potentiels adorent la routine, hein. C'est même eux qui vont vous dire, qui vont hurler si jamais on change le programme. Non, il faut certainement pas changer le programme. Ils aiment beaucoup avoir des routines, c'est les sécurise, hein. Et puis, la routine crée l'habitude. Si on fait tous les jours les goûters, le devoir, la douche, le repas, le dodo, le câlin, l'histoire, le dodo, ça roule. Au bout de 21 jours, à peu près, pas 21 jours pile, mais au bout de 21 jours, la routine est installée et ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude pour les mamans, c'est beaucoup plus facile à gérer. Les papas aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est hyper important les routines pour les élèves. Je sais que les profs et les instituts, vous êtes hyper
réglé, on fait tel jour ça, tel jour français, histoire, machin. Et moi, je trouve ça très, très bien. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes se repérer, il faut qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Et c'est important. C'est important de se repérer dans le temps et dans l'espace. OK. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que c'est assez pratico-pratique? Ce que vous m'aviez demandé, hein? Ouais, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Même un voyage de 10 000 km commence par un petit pas. La méthode des petits pas. Pareil que tout à l'heure, découper l'objectif final en petits objectifs facilement réalisables. Ça marche aussi pour l'attention et la concentration. C'est-à-dire que les petits objectifs sont réalisés par l'attention et le gros objectif final, lui, il arrivera après l'attention. Il arrivera en mode focus, en mode concentration. OK? Donc ça, comment dire? Ça va être beaucoup plus simple pour le cerveau. Lui, il va faire son boulot tranquillement. Il va enchaîner les petites tâches. Il va enchaîner doucement ce qu'on lui demande. Il voit pas trop la grosse tâche derrière, donc il va faire son boulot. Et l'enfant sera pas brusqué par quelque chose qui semble énorme. Et surtout, il va y arriver. Du coup, on va le féliciter. Bravo, t'as réussi, je te rends compte. Avant, t'arrivais pas à faire ça. Maintenant, tu y arrives, je suis super fière de toi et tout. Ça va gonfler son estime et sa confiance. Et ça, c'est primordial. Donc, ne pas oublier de faire ces petites tâches. C'est hyper important. Et quand on arrive à l'objectif final qu'on a réalisé, on le félicite. Parfait. On continue. Alors, là, on va commencer à parler du questionnement. Quand on pose des questions, des bonnes questions, il n'est pas rare déjà quand on pose des questions en classe, on n'a pas souvent de réponse. Il y a plusieurs stratégies qui se mettent en place. La première stratégie, c'est le silence. Pourvu qu'on m'interroge pas, je veux pas le savoir, on baisse les yeux, on baisse la tête, que ça passe à côté de moi. Voilà. Ah oui, je vous ai pas posé la question pardon. J'ai 6 clés, sans serrure. Si tu me grattes, je murmure. OK? Donc, voilà, on entend cette question dans notre tête, mais bon, on sait pas trop. La deuxième, on va dire tout et n'importe quoi, en imaginant bien que peut-être, sur un petit malentendu, il y a quelque chose qui passe. Troisième possibilité, on va disséquer un petit peu cette phrase dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je comprends pas. Nanana. Ça marche pas non plus. La quatrième, c'est que je vais poser des questions. Ça, c'est une bonne idée. Sauf que là, les questions, elles sont fermées. Ça veut dire qu'on va répondre oui ou non tout de suite. Et c'est souvent nos petits hauts potentiels qui vont s'y coller. C'est un stylo, c'est ceci, c'est cela. Bah oui ou non. Du coup, ça va être long, ça va être décourageant, ça va être fastidieux. Et on se décourage. Et on n'aura pas la bonne réponse. Donc, on va donner notre langue au chat. Alors que si on pose des questions ouvertes, est-ce que vous savez ce que c'est que les questions ouvertes? Vous vous rappelez vos cours de philo et Socrate et toute la clique là qui posait des questions tout le temps? Donc, les questions ouvertes, c'est des questions qui commencent par qui, que, quoi, les fameux pronoms relatifs dans mes souvenirs, et par un adverbe. Comment, combien, pourquoi, quand, où. Donc là, quand on va commencer à poser une question comme ça, on va avoir une information. Du coup, cette information, ça va nous aider dans le fait de chercher la réponse et on va la trouver plus vite. Du coup, comme on trouve la réponse plus vite, on va être super content. Limite, c'est magique. Ouais, super, je suis trop fort. Bah oui, bien évidemment, bien entendu. Mais oui, c'est ça. Parfait. Donc, on essaie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'énigme que je vous ai dit tout à l'heure? Par exemple, d'abord, est-ce que vous avez la réponse? Je vais vous faire un petit teasing là. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur mon énigme? Des questions ouvertes. Laetitia, tu devrais trouver. Parce que c'est un peu dans ton domaine. Là, je t'aide. J'ai 6 cordes. J'ai 6 clés, pardon. Alors moi, c'est souvent que je donne la réponse. Donc, allez, je vous aide. En quelle matière est-ce? En bois? À quoi ça sert?
à jouer de la musique. Quel genre de musique? Électro, folk, classique. C'est une. Repose-la trop tard. Attends, je te la repose. Là, je pense que tu as trouvé du coup. Alors, ma question, c'était, j'ai 6 clés sans serrure. Si tu me grattes, je murmure. Partition, non? Pas loin. Tu vois, quand j'ai posé mes questions ouvertes, je me rapproche. En quelle matière c'est fait? En bois. À quoi ça sert? À jouer de la guitare? À jouer de la musique? Ben voilà. Et quel genre de musique? Électro, folk ou classique? C'est une guitare. Bravo, Caroline. OK. Est-ce que c'est un peu plus clair les questions ouvertes? Ouais, bravo, bravo, bravo Anémone. Béa, bravo, coucou. Eh ben, vous voyez. Donc en fait, avec les questions ouvertes, bravo les filles, vous êtes des championnes. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on pousse le questionnement avec ces questions ouvertes, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Que répondre oui ou non, ça ne marchera pas. Et les questions ouvertes, elles vont nous servir aussi pour d'autres choses qui arrivent. Ok? Je vous sens convaincue, c'est cool. On continue. Donc les questions ouvertes et le fameux CQQ, c'est occupé. C'est quoi ça? Le fameux CQQ, c'est occupé, ça veut dire quoi? C'est comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi et pourquoi. Ça va nous aider à faire du mind mapping derrière. Okay. Donc ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous essayiez de poser des questions ouvertes à vos enfants quand vous parlez d'école, de devoirs, etc. Et vous verrez que tout de suite, ils sont beaucoup plus intéressés, ils sont beaucoup plus joueurs et ils sont aussi plus réceptifs. Parce que ça demande un peu plus de recherche d'informations, en fait. Et c'est pareil pour la lecture d'un livre. Ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas envie de lire, il dit ouais, je dois commencer un livre pour la prof. Et tout. Ah, ok, super. Bah écoute, tu me diras en quelle année c'est, parce que je crois que je l'ai lu, mais je ne me souviens pas trop de quelle année. Et puis, c'est qui déjà les personnages principaux? Oui, ça serait bien qu'on en parle ensemble. En fait, voilà, vous lui posez déjà des questions un petit peu ouvertes sur comment ça va se passer dans le livre, s'il a envie de voir des trucs et tout. Et du coup, je pense que ça va focaliser son attention. Du coup, on va passer en concentration. Bravo. Et ça peut aussi présenter la lecture comme un peu une enquête, un peu plus ludique. C'est un peu plus facile, c'est un peu moins fastidieux. On est embarqué dans l'histoire, on l'aide et c'est pas mal. Les questions ouvertes, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Essayez et vous verrez, ça marche. Dis donc, ma petite Laetitia, t'es pas compétitrice, toi, Prums? Pas du tout. Dans la gestion mentale, il y a différents stades et il y a le compétiteur pour soi et le compétiteur pour les autres. On en reparlera dans un volume 2. On continue. Donc voilà, les questions ouvertes, c'est hyper important. Le CQQ, c'est occupé. J'aime beaucoup. Procédé mémotechnique pour s'en rappeler. Quand vous allez aux toilettes et qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, vous dites quoi? CQQ, c'est occupé. Voilà. Merci, Caro. Avec plaisir. Le mind mapping. J'aime beaucoup le mind mapping, je m'en sers beaucoup, beaucoup. J'en ai parlé aux étudiants pour les révisions du bac, etc., etc. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous vous en servez? Alors, je vais vous ouvrir un petit peu la carte. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Elle est très, très bien faite, cette carte. Le mind mapping pour apprendre à apprendre. D'accord? Le mind mapping, c'est au milieu, on met son sujet et on va faire des branches sur lesquelles on mettra juste un mot pour s'en souvenir et aussi pour expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est? L'origine du mind mapping, c'est Tony Buzan qui l'a fait. Il vient du Canada. C'est une représentation visuelle, graphique, dans l'espace, blablabla. Bla. OK? C'est pour quoi faire? C'est pour mémoriser, organiser, réfléchir.
c'est pour mémoriser beaucoup, longtemps. Est-ce que vous voyez bien la carte? Parce que là, je suis en train de partir dans mon truc, mais est-ce que vous voyez bien la carte? Ok. Cette carte, elle est facilement réalisable avec des tout petits sur, par exemple, les mots utiles. Bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. On met au milieu les petits mots, les jolis mots. Et hop, on fait sa carte. Le matin, on dit bonjour. À midi, bon appétit. Le soir, bonne nuit, bonsoir. Enfin, j'en sais rien. Je donne des exemples qui, moi, me semblent possibles. Après, à vous d'adopter comme vous l'entendez, hein. Mais voilà, donc je continue sur ma carte. Donc le mind mapping, c'est pour quoi faire? Pour mémoriser. On va passer en mémoire de travail ici. Organiser ses idées, son temps, réfléchir, imaginer, créer, créer, oser. De l'autre côté, les bénéfices du mind mapping, c'est facile, ça facilite l'apprentissage, ça facilite la participation, l'attention, c'est motivant, c'est drôle. Moi, j'adore mettre plein de dessins, des couleurs, machin. C'est ludique, c'est créatif, c'est pédagogique, c'est innovant, on est actif. Et on peut le faire pour tout. Les fiches de lecture, les leçons, les exposés, rédaction et dissert. Pour nos petits amis 10, on va demander une petite main où on prendra un logiciel pour le mind mapping qui sera déjà organisé et on aura juste à mettre ses idées. Mais ils s'en sortent aussi très bien. Alors, c'est vrai que les faire se repérer dans l'espace et tout, c'est compliqué. Donc, vraiment, les logiciels de mind mapping, ça existe et on leur fait remplir. On met toujours au centre le sujet et on développe les grosses branches. 4, 5 branches, pas plus. Après, ça devient embrouillé. Et un seul mot ou des symboles. Là, vous voyez, il y a un cerveau. Ça nous dit qu'on fait travailler son cerveau droit et son cerveau gauche. OK? Alors, pourquoi j'aime autant le mind mapping? Déjà parce que c'est ludique et que moi, j'aime bien les trucs ludiques. Oula! Alors, attendez, je remets ma vignette. Ouh, ça fait guerre. Alors, hop, voilà. Donc, c'est bon, vous avez tous su la carte? Je peux vous l'envoyer si vous en avez besoin, sans problème, avec grand plaisir. Donc, les bénéfices du mind mapping, alors ça parle exactement à la gestion mentale, attention, mémorisation, compréhension. C'est la même chose. On va vraiment faire écho à la gestion mentale. Ça va vraiment aussi améliorer toutes les capacités cognitives, l'organisation de l'information, la compréhension, la façon de gérer l'espace et aussi les compétences sociales. Tout ce qui est estime de soi, j'ai fait une jolie carte, tout ce qui est aussi la socialisation des connaissances, c'est hyper important. Bien sûr, c'est un côté créatif, c'est un côté ludique, je vous l'ai dit. La carte mentale, c'est une représentation visuelle des questions que l'on a posées, des réponses pardon, aux questions ouvertes, excusez-moi. Du coup, voilà, on est obligé de comprendre le contenu pour faire sa carte. En fait, avec le mind mapping, on va mettre son sujet au centre et on va le questionner. Tac, on questionne son sujet. De quoi on parle? C'est quoi la date? Pourquoi faire? Combien? Comment? Et au fur et à mesure qu'on passe, là, on le fait toujours dans ce sens-là parce que c'est comme ça que réfléchit le cerveau. Là, on fait appel à ses deux hémisphères, son hémisphère droit, le créatif, et son cortex gauche, celui qui est un peu plus organisé. Ok. Et en passant comme ça dans ce sens-là, on permet au cerveau de mémoriser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa carte mentale, son mind mapping, eh bien, on sait déjà quasiment son cours. On sait quasiment déjà de quoi on parle. On l'a déjà mémorisé parce que ça nous a plu, c'était drôle, c'était sympa. Et on a compris, on y a mis du sens. Le plus important, c'est le sens, vraiment. D'accord? Si je sais répondre aux questions que je me pose sur le sujet, alors la mémorisation se fait quasiment toute seule. On associe l'image, le plaisir, la spatialisation des idées, on s'en souvient. En faisant sa carte, on l'enregistre. Vraiment. Ça, je pense que ça va rassurer Karine et son fils qui passe le bac. C'est hyper important. La carte mentale, si on la fait bien, ça prend pas plus de temps. Ça organise ses idées, ça organise son cerveau. Et du coup, on mémorise de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique.
Ok? Ça va, mes petites maîtresses, là? Je continue. Je vais terminer avec la mémoire. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et j'aime bien cette métaphore de la mémoire d'éléphant. Vous savez que les éléphants ont une super grosse mémoire. Donc, quand on est en mode attention, avec l'abeille là et son attention qui bouge un petit peu partout, on va mettre ces informations dans la mémoire à court terme. On va les capter sur le moment, mais ce sera pour une durée limitée. Alors, c'est plutôt efficace quand même, mais ça signifie aussi que voilà, les capacités d'attention et de concentration, elles sont bonnes, mais elles seront de courte durée. C'est ce qui se passe avec les hauts potentiels. Ils ont une très très bonne mémoire à court terme. Et c'est là où ça pêche vers la sixième, vers la quatrième, quand il va falloir faire bosser la mémoire à long terme. D'accord? Et eux, ils passent tout en court terme. La mémoire à long terme, c'est le gros éléphant. C'est celle qui est la mémoire du souvenir. Et pareil que pour l'attention ou la concentration, elle fait appel aux cinq sens et aux émotions. Elle aime les petites histoires, les anecdotes et elle est très sensible à l'humour. C'est pour ça que je vous ai raconté des petites histoires à chaque fois que je vous ai donné des concepts ou des choses. Parce que quand on associe ça à quelque chose de personnel, ou un truc rigolo, on va forcément s'en souvenir. Et on va la passer directement dans la mémoire à long terme. Si on vous dit simplement les tables de multiplication, il faut les apprendre par cœur, c'est pas la peine de réfléchir, ok. Mais c'est compliqué et les hauts potentiels pour eux, c'est difficile de le faire passer dans le long terme. Donc ils vont le passer en court terme, juste pour l'examen, et ça ne marchera pas. Moi, par exemple, j'ai jamais passé dans le long terme mes lacets. Je vais me laisser avec deux boucles. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie. Ok? Donc vraiment, cette mémoire à long terme, il faut vous dire qu'il faut l'agrémenter de petites choses sympas. Les procédés mémotechniques, rappelez-vous, mais où est donc Arnica, ce genre de truc, ça fonctionne toujours bien. D'autre part, je voulais aussi attirer votre attention sur trois passages pour qu'on se souvienne bien de sa leçon. C'est pour ça que j'insiste tous les jours en disant, tu révises ta leçon le soir, tu la relis 10 minutes en t'interrogeant, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai rien compris, de quoi on m'a parlé. Ok, tu la relis le soir, tu la relis un peu le lendemain, et normalement, après, c'est que de la réactivation. Et c'est beaucoup plus simple. On ne part pas de rien. On part déjà de quelque chose qu'on a compris et lu. Donc, on relit expressément ces cours le soir, 10 minutes, ça réactive la mémoire. Ça la passe en mémoire à long terme. OK? Et en fait, c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est que la mémoire à court terme, elle fonctionne bien, mais une semaine, 15 jours après, il n'y a plus rien. En fait, c'est une mémoire à long terme qu'on veut. La mémoire à long terme, elle est plus difficile à bouger au niveau des neurosciences. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois. Ah ben voilà, voilà quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Voilà, là, je vous ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça va redescendre un petit peu. Bon, j'imagine qu'il y avait des choses que vous saviez, bien sûr. Après, ça fait toujours du bien de réactiver tout ça, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions, des précisions, des choses que vous n'avez pas bien compris? Je suis à l'écoute. Pourquoi il lâche l'école? À Romain? Oui, parce qu'il passe tout en court terme et que du coup, il ne comprend pas comment on fait pour passer en long terme. En long terme, oui, dans la mémoire à long terme. Ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est évident. Et puis du coup, c'est un petit peu énervant parce qu'avant, il n'avait même pas besoin de se poser la question, ça rentrait tout seul. Mais là, ça rentre plus tout seul. Et en plus, c'est aussi un peu plus difficile parce qu'on va leur commencer. On va commencer à leur demander de réfléchir. Et là, au potentiel, il va bien réfléchir pour les autres, mais ils n'ont pas trop envie de réfléchir pour l'école. Donc oui, oui, ils ont une excellente mémoire à court terme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça va? Pas trop.
Demain, je vais vous parler de la gestion des émotions dans les apprentissages, parce que c'est hyper important et qu'on n'y fait pas suffisamment attention, à mon avis. Comment je lui donne ses clés? Comment ça? T'as peur qu'il les perde, ses clés? T'as peur de quoi? Il m'écoute bof. Ah oui, ça, je me doute qu'il t'écoute bof. Ben non, tu lui donnes ses clés en lui disant que voilà, c'est des clés qui ouvrent la porte de la maison, c'est des clés qui sont importantes. Raconte une petite histoire avec. Et puis, mets un joli porte-clés ou qu'il achète lui-même un porte-clés ou qu'il fabrique lui-même un porte-clés parce que c'est important. Bah, fais-lui, je sais pas, un truc en pas de fimo ou machin ou n'importe quoi, ou alors un joli porte-clés pour les clés. Par contre, insiste bien sur la notion qu'il est grand, que maintenant il peut avoir les clés, il peut rentrer et sortir comme il veut. C'est une notion d'indépendance, c'est une notion de liberté. Tu crois pas que ça va lui parler? Merci. Et oui, il est grand maintenant. Il a ses clés, il peut rentrer, il peut faire ce qu'il a envie. C'est cool, ouais, c'est important, je pense. Anémone, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que j'ai rempli un petit peu tes attentes de pratico-pratique? Est-ce que tu es moins fâchée avec moi et les enseignants parce que j'avais pas été gentille? Oui, parfait. Bon, c'est cool, je suis contente. J'ai l'impression que plus d'outils pour les grands. Oui, c'est vrai que les outils sont vraiment pour les grands. Après, le mind mapping, ça peut marcher pour les petits, vraiment. J'ai des cartes pour les petits. Je te dis, je sais pas sur quoi vous travaillez en matière. Moi, c'est parce que les matières, je connais un peu moins aussi. Mais c'est vrai que le mind mapping, ça fonctionne pour les maternelles. On leur explique qu'au milieu, c'est un nuage et qu'on va mettre des petites branches à ce nuage et qu'on va expliquer des choses. Je te dis, tu peux essayer de leur dire, je ne sais pas si vous travaillez sur la météo, sur les jours de la semaine. Tu peux mettre semaine et puis les jours de la semaine. Le lundi, on fait quoi? Le mardi, on fait quoi? Comme un mini emploi du temps. Merci Laetitia, avec plaisir. Tu vois, ça me semble faisable avec les petits. Après, si tu me dis sur quoi tu travailles, moi, je peux te dire qu'on peut quasi tout transformer en mind mapping. Après, c'est aussi pour toi, pour sécuriser certains apports. Tu vois, c'est cool, effectivement. Bon, bah, voilà, ça, je pense que c'est faisable. Et puis, c'est surtout leur, tu verras, ce que j'aimerais bien que tu essaies, c'est que quand tu fais un mind mapping, si tu dois le mettre en mémorisation, s'ils doivent apprendre des choses, fais un groupe qui le fait de manière linéaire, comme d'habitude, on écrit ou je sais pas comment on fait pour apprendre. Enfin, je sais pas comment vous faites en matière. Et fais un autre groupe qui fait avec le mind mapping. Et tu vas voir que le premier groupe va avoir envie de faire comme le mind mapping et vice-versa. Et en fait, après, tu peux échanger. Et tu verras que si tu mets toute ta classe rapidement au mind mapping, au niveau de la mémorisation, on va être super doué parce que c'est facile. Alors peut-être que tu peux essayer avec des lettres aussi. Je ne sais pas si vous commencez les lettres ou les petits zigouigouis. Là, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop le programme des matières en tête. Mais voilà, je pense que la météo, les jours de la semaine, peut-être la comptine. Je ne sais pas si vous faites un peu d'anglais, les couleurs. Ouais, les couleurs aussi. Tu mets les couleurs et tu leur mets des petites tu mets le mot rose, tu mets la couleur. Oui, les lettres, c'est cool aussi. Et puis tu mets un A comme Anne et tu mets la photo d'un âne et tu mets ton A ou tu mets un dessin. Enfin, tu vois, le mind mapping, c'est hyper agréable à faire, je trouve. C'est facile. Et puis ils rentrent dedans très facilement. Ils ne se posent pas 15 000 questions comme moi, tu vois. Eux, ils y vont, même pas peur. Et ça fonctionne bien, vraiment. Après, pareil pour la mémorisation, au lieu, voilà, raconte des petites. Enfin, c'est vrai que tu es en matière, mais même s'ils ont besoin d'apprendre des choses, tu leur racontes une petite histoire qui va avec et ils s'en souviendront très bien.
Ouais, la maîtresse, elle a dit, elle nous a parlé de ça et elle a raconté ça en même temps, tu vois? C'est, c'est important d'associer une émotion à un événement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? N'oubliez pas aussi, toutes les préférences qu'on a vues au tout début, visuelles, kinesthésiques, auditives, ça aussi c'est important. Quand tu dis un truc et que tu l'écris au tableau, quand tu le dis, tu parles aux auditifs, quand tu l'écris, tu parles au visuel et si tu mets dedans une sensation ou quelque chose, tu parles au kinesthésique. Pareil, quand tu passes dans la classe et que tu touches un petit peu l'épaule, tu attires l'attention du kinesthésique là-dessus. Le visuel, lui, il s'en fout. Mais le kinesthésique, il aime bien. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ah oui, je voulais te dire aussi, essaye de leur faire mettre bien les pieds par terre. Qu'ils aient bien les pieds sur terre, là, au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs. Ok, bah, on va conclure. Bon, bah écoutez, merci. Merci d'avoir été là. Merci aux fidèles. Merci Laetitia. Merci Anémone. Karine, j'espère que ça va t'aider au niveau du mind mapping et que voilà, tu vas pouvoir aussi partager avec notre futur bachelier là. Et puis merci. Ça me plaît toujours autant. Continuer à faire des lives sur la pédagogie positive, j'adore. Donner des outils qui vous aident, moi, tout ce que je préfère. Et puis, on se retrouve demain pour le dernier live, c'est ça? Ouais, déjà. Après, sur la gestion des émotions. Là, vraiment, on va beaucoup parler des émotions parce que là, c'est hyper important en classe. Et dans la vie, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, on n'en parle pas, on en parle pas assez. On est souvent débordé par nos émotions, mais il y a quand même des astuces. Et c'est surtout que l'apprentissage et les émotions, c'est compliqué. Le stress et les apprentissages, c'est compliqué. Donc voilà, c'est bien d'en parler, c'est important. Merci, merci. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Ah, coucou Leslie, je t'ai pas vue. Salut Leslie, merci d'être passée.